Bonjour chers amis, bienvenue dans ce nouveau podcast, toujours en direct de ma voiture. Alors ce ne sera pas toujours le cas, mais là ça l'est. Je voulais simplement vous dire avant qu'on commence sur la clause de earn-out et bien savoir si oui ou non il faut l'utiliser dans cette période-là et comment le faire, s'il faut le faire. Moi je pense qu'il ne faut pas le faire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien je voulais vous dire que j'ai réussi à mettre les podcasts sur plusieurs plateformes, notamment la Apple Store, les SoundCloud, etc., etc. Donc normalement, vous devez me trouver maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. La clause de earn-out, de quoi parle-t-on? On parle d'une clause qui va nous permettre de réaliser une vente parfaite. Juridiquement, on réalise une vente parfaite lorsque l'on est d'accord sur la chose et le prix et qu'on a le paiement du prix et qu'en face de ce paiement de prix, on a reçu la chose pour laquelle on a payé le prix. Et donc on a une vente qui est dite parfaite. Mais on va mettre en condition bonus lors de la contractualisation de cette vente une clause, donc bonus, qui va permettre au cédant de toucher des sous, en fait, de l'argent, si une performance économique future est réalisée. C'est-à-dire que dans l'exemple qui va nous intéresser aujourd'hui, on va dire crise du coronavirus, les performances de l'entreprise sont dégradées. On présuppose, mais on n'en est pas sûr, que les performances économiques vont revenir à la situation d'il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et donc, comme on suppose ça, eh bien, on va dire que le prix de la vente va donc être minoré du fait de cette crise et de la performance et des indicateurs aujourd'hui de l'entreprise, mais que il y a on peut être raisonnablement optimiste sur le fait que les conditions économiques vont revenir à la normale et donc on va payer un supplément si jamais c'était le cas. Et, on suppose très fortement que ce sera le cas, donc le paiement est assez assuré pour le cédant, mais ça permet de réaliser la vente sur une base actuelle avec cette clause de earn-out. Moi, mon sentiment, et je vais vous l'exprimer, c'est que c'est vraiment une connerie de raisonner comme ça. Pourquoi? Parce que quand on reprend une entreprise, on ne reprend pas une entreprise pour faire ce qui a été fait dans le passé. Évidemment qu'on va revenir à la situation ante. Ça me paraît assez clair, mais ça ne doit pas être un objectif. L'objectif quand on va reprendre une entreprise, c'est bien d'aller chercher des performances économiques qui soient largement supérieures à ce qu'elles étaient par le passé. Sinon, eh bien, on fait comme 98% des repreneurs. On prend une boîte qu'on va valoriser à travers différents modes de calcul. On va prendre le calcul qui est le plus communément admis, qui est celui de l'EBE. On va donc prendre notre excédent brut d'exploitation, puis on va dire, moi, je multiplie par 2, 3, 4, 5. EBE, la valeur de l'entreprise. Globalement, de toute façon, le juge de paie, c'est toujours ce qu'on peut rembourser à la banque. Donc, globalement, à la banque, ça passe. Je peux payer la banque. Allez, ça vaut ça. On se met d'accord sur le prix et on achète comme ça. Et c'est très souvent ce qui se passe. Et quand ça passe pas, on dit, il faut un apport. Il faut au moins 30% d'apport. Parce que quand vous allez mettre de l'apport, eh bien, vous allez pouvoir rentrer dans ce schéma dans lequel on va pouvoir payer la banque avec une valorisation assez importante de l'entreprise. Mais moi, en tout cas, je raisonne jamais comme ça. Je raisonne comme ça avec le cédant, mais je raisonne pas comme ça en vrai. En vrai, et le cédant souvent le sait, moi, quand je reprends une entreprise parce qu'elle a un potentiel. Parce que je peux développer quelque chose qui n'a pas été développé aujourd'hui. Parce que je vais pouvoir accroître rapidement la valeur et la rentabilité économique de l'entreprise. Ce qui passe souvent par une augmentation du chiffre d'affaires, même si on peut avoir des cas assez rares dans lesquels on va trouver un loup dans la gestion qui va nous permettre de réaliser cette augmentation de rentabilité. Mais c'est pas ce que je favorise. Moi, ce que je favorise, c'est ce que j'appelle en tout cas moi l'upgrade, c'est-à-dire vraiment une création de valeur additionnelle qui n'a pas été pensée ou qui a été pensée mais qui n'a pas été mis en œuvre par le cédant. Et donc, quand on raisonne comme moi, on se rend très vite compte que cette clause de earn-out ne sert absolument à rien. Parce que, quoi qu'il arrive, je vais atteindre la performance économique, puisque mon objectif, c'est de faire x4 sur une rentabilité à peu près. C'est-à-dire quand le cash flow final, un paiement de tout ce qu'on a à payer, c'est-à-dire vraiment le résultat net de l'entreprise, donc
c'est pas le cash flow, pardon, c'est le résultat net, je vais chercher à le multiplier par 4 et avoir des cash flows très importants aussi, ce qui va me permettre, par exemple, si moi je suis dans le domaine du tourisme, quand j'ai une période de confinement, eh bien, je suis pas stressé, je sais que je peux tenir 2 ans en confinement sans que mon entreprise soit mise à difficulté parce que j'ai un matelas de trésorerie très important et je crée toujours ce matelas de trésorerie par l'entreprise elle-même et pas par de l'argent que je vais injecter ou du besoin en fonds de roulement que je vais financer par la banque. C'est véritablement la rentabilité économique qu'on va aller chercher. Cette rentabilité économique, on va la chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par un upgrade. Et cet upgrade va très souvent générer une augmentation du chiffre d'affaires. Donc, quand on regarde le chiffre d'affaires, le BE, la rentabilité, bref, tous les indicateurs vont être multipliés. Chiffre d'affaires minimum par 2. Rentabilité minimum par 4 ou par 7. Bon, eh bien, je ne vais pas aller m'embêter, m'enquiquiner à créer une clause de earn-out qui va être de la négociation inutile et de la perte d'énergie. Le cédant va avoir l'impression de faire un pas important et donc eh bien, il aura fait le chemin que lui estime avoir à faire puisqu'il va toucher une somme moins importante avec une prise de risque. Et de votre côté à vous, du côté de l'acheteur, eh bien vous avez l'impression d'avoir obtenu quelque chose. Mais en fait, vous n'avez rien obtenu du tout, puisque c'est encore une fois cette clause de earn-out, vous allez devoir la payer. Ce que je pourrais vous dire un petit peu en conclusion, c'est que vous avez 2 façons de voir la reprise d'entreprise. Vous avez une première façon qui va être une façon, je valorise l'entreprise et je paye des annuités, je me paye moi. Et ça, globalement, ça doit être à l'équilibre. Ce qui est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, de repreneurs qui raisonnent comme ça. Et vous avez mon cas à moi, qui est le cas que j'exprime dans la lettre du repreneur, et vous allez pouvoir vous y abonner dans la description de cette vidéo. Dans la lettre du repreneur, j'explique très clairement comment on fait pour avoir des entreprises avec un haut potentiel de valeur. Ce que j'appelle les entreprises VIP, Very Interesting Potential. Celles qui ont eh bien, ce plus, cet inside ou ce quelque chose intrinsèquement, ou dans le marché, il y a quelque chose à faire qui fait que véritablement, on va chercher des performances très intéressantes. On est un petit peu comme dans l'immobilier, mais avec des rentabilités bien meilleures, comme le fait de vouloir acheter un immeuble de rapport dans lequel il y avait une grande maison et dans lequel je vais faire 3 appartements. Et évidemment, la maison, je vais la louer 800 € et quand je fais les 3 appartements, j'ai des loyers qui dépassent les 1500 € parce que je fais 500 € par appartement. Et bien là, c'est un peu pareil. Sauf que au lieu de faire des travaux, ça peut être des travaux, mais au lieu de faire des travaux, on va faire une action simple, d'accord, très simple, mais qui va nous permettre de démultiplier la rentabilité. C'est, comment dire, ces insights, il y en a plein. D'accord, donc je ne vais pas les développer là, je les développe d'ailleurs dans une partie dans la lettre. Donc je vous invite à vous connecter à cette lettre, vous y inscrivez, c'est gratuit évidemment, et vous aurez eh bien, accès à ces stratégies. Moi je fais ça depuis plus de 10 ans, c'est pas quelque chose que j'invente aujourd'hui. Ça fait donc 10 ans que je fais ça et j'ai décidé là maintenant de délivrer ce savoir que j'ai acquis au bout de ces 10 années auprès de gens qui avaient envie de reprendre des entreprises parce qu'ils ont compris que c'était une opportunité extraordinaire qui s'offrait à nous et qui n'est pas prêt de s'arrêter en fait. Voilà chers amis, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et de vous inscrire évidemment à la lettre du repreneur. Ciao!